Bonjour, aujourd'hui on va parler des virus. Alors les virus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une structure qui va contenir du matériel génétique sous forme d'ADN ou d'ARN et qui va justement infecter d'autres cellules en les parasitant, en détournant leur machinerie génétique et en l'utilisant pour la création d'autres virus. Et c'est déjà là que vient la particularité. Tous les organismes dont je vous ai parlé avaient comme matériel génétique de base de l'ADN, et pas les virus. Déjà, ils peuvent avoir de l'ADN à simple brin ou à double brin, c'est-à-dire qu'ils ont une fois ou deux fois le même brin d'ADN, mais ils peuvent avoir aussi de l'ARN, à simple ou double brin, ce qui complique déjà les choses. Les virus, vous le savez peut-être, peuvent s'attaquer à tous les domaines du vivant, aux eucaryotes, tels que nous, je suis sûr que vous avez un virus en tête, mais aussi aux plantes, aux animaux, aux bactéries, aux fungus, bref, aucun domaine du vivant n'est à l'abri de ces parasites. Et chaque domaine concerné a un peu ses spécificités et particularités. Par exemple, on a des organismes qui sont appelés les bactériophages, des petits organismes d'une taille de à peu près 25 nanomètres, c'est-à-dire un milliardième de mètre, ce qui est un peu petit, qui sont des organismes qui codent pour très peu de protéines, 4 en tout. Et là déjà on touche un des points sensibles des virus, ils ne codent pas pour grand chose. En effet, comme ils contaminent leur hôte, ils n'ont pas besoin d'avoir énormément de matériel génétique en eux, juste le strict minimum pour détourner la machinerie génétique de l'hôte. Dans un premier temps, le virus va arriver et reconnaître son hôte. Il va l'infecter en injectant son matériel génétique à l'intérieur de l'hôte. On injecte notre résine spéciale en 30 minutes. En général, le matériel génétique code pour des polymérases spécifiques au virus. C'est-à-dire que l'hôte va synthétiser des protéines qui ne vont reconnaître que les gènes du virus qui vont être amplifiés, qui vont être décodés et qui vont procéder à la synthèse de protéines du virus. Le sommet de tout ça, c'est lorsque la machinerie de l'hôte va être utilisée pour assembler à la fois les éléments génétiques du virus ainsi que la capsule, l'enveloppe qui va protéger le matériel génétique du virus. On va avoir un phénomène de cascade où chaque étape qui consiste à maintenir la cellule hôte va en fait maintenir le virus, va le dupliquer et produire de plus en plus de protéines virales et de plus en plus de gènes viraux. Et à un moment, l'hôte va éclore, va mûrir, va exploser. Il va en sortir des millions d'unités de virus qui vont contaminer les autres cellules, qui vont contaminer d'autres cellules, qui vont donc se reproduire, qui vont recontaminer d'autres cellules, et le cycle va s'amplifier comme ça. Le premier virus décrit et étudié avec les moyens de l'époque est le virus dit de la mosaïque du tabac, une maladie qui atteint les plants de tabac. C'est Dimitri Ivanovski en 1892 qui a décrit en premier le virus. Et c'est un virus qui est capable d'utiliser le plasmodème, c'est-à-dire des petits canaux entre les cellules du tabac, pour se faufiler et petit à petit infecter d'autres cellules. Les bactériophages sont des virus qui sont spécialisés dans l'infection de bactéries. Ils n'infectent rien d'autre, ni des archées, ni des eucaryotes. Mais justement, des archées, il y en a aussi qui peuvent être contaminés par des virus. Beaucoup des virus d'archées ont un ADN dit double brin, c'est-à-dire deux brins d'ADN, et qui n'a que très peu de similitudes avec le génome des bactériophages. On trouve également, bien sûr, des virus chez les extrémophiles, notamment chez les sulfolobus. Ce qui est intéressant car en raison des conditions de vie de sulfolobus, des températures très chaudes, avec un pH très acide, eh bien ça constitue une source de curiosité pour le monde scientifique de savoir comment ces virus persistent avec si peu de matériel à leur disposition. Parce que, rappelez-vous, les virus ne sont que des sacs à matériel génétique. Ils n'ont pas d'enzymes de régulation, ils n'ont pas de protection, ils n'ont pas de métabolisme en soi. On peut avoir différentes formes chez les virus. On a des formes dites hélicales ou icosaédrales, ou voire des formes complexes, qu'on va appeler également des formes tête-queue, qui ressemblent un peu à des vaisseaux extraterrestres issus de la guerre des mondes. Tout cela dépend de l'agencement de leurs protéines. On a également une autre famille que l'on va appeler les virus enveloppés. Ceux-là, c'est très simple, en plus de leur capsule protéique qui va protéger leur matériel génétique, on va également trouver la membrane lipidique de leur hôte. Ils vont s'en servir le plus souvent pour échapper au système immunitaire de l'hôte qu'ils sont en train de contaminer. On n'en parlera pas dans l'épisode d'aujourd'hui, mais dans l'épisode prochain, mais il y a également des virus géants, avec notamment la famille des mimivirus. Ouais, il est là. Alors, petite parenthèse, c'est pas parce que quelqu'un a écrit un papier intéressant et pertinent sur un sujet qu'il a forcément raison sur tous les sujets. Et dans le même ordre d'idée, ce n'est pas parce qu'il raconte des conneries qu'il a tort sur toute la ligne. Un chercheur, c'est quelqu'un qui se trompe aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un publie un article, il faut le lire et il faut également utiliser son sens critique. Mais que ce soit un jeune chercheur ou un professeur, en passant par celui qui prétend avoir 3 thèses, chaque publication scientifique ne doit pas juste être lue et assimilée en tant que vérité absolue. On doit toujours avoir un peu de réflexion sur ce que l'on lit.
Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Alors les structures d'un virus, c'est comment? Parce qu'on a parlé de la forme, mais voyons ce qu'il y a dedans. Déjà, à l'intérieur, il y a le matériel génétique, les acides nucléiques, ADN ou ARN. Et là, on a 7 groupes de virus. La classification phylogénétique des virus étant un peu différente, étant donné que personne n'est d'accord pour savoir s'ils sont vivants ou non, et qu'ils n'ont pas de ribosome. Les virus du groupe 1 sont des virus à ADN double brin, alors que les virus du groupe 2 sont des virus à ADN simple brin. Les groupes 3, 4 et 5 contiennent des virus avec des ARN. Le groupe 3 avec des ARN à double brin, le groupe 4 avec des ARN à simple brin à polarité positive, et le groupe 5 des virus ARN simple brin à polarité négative. Enfin, les groupes 6 et 7 sont des groupes un peu plus hors normes. Le groupe 6 concerne les virus à ARN simple brin, des rétrovirus, avec une étape à ADN dans leur cycle de vie. C'est-à-dire qu'ils ont de l'ARN, puis ils utilisent de l'ADN, mais au final, ils se retrouvent quand même avec de l'ARN en bout de course. Enfin, on a les pararétrovirus qui eux ont de l'ADN, double brin, et qui suivent le même cycle d'ADN, puis ARN et re-ADN. Et enfin, on a la capside, qui elle est un enchevêtrement de protéines qui va protéger le matériel génétique. Alors les effets d'une infection, c'est quoi au niveau cellulaire? Eh bien lorsqu'on observe une cellule qui a été infectée par un virus, il peut se passer deux choses. La première, celle qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est que la cellule va se mettre à exploser, elle va lyser, elle va émettre plein de petits virions, les petites cellules virales, si on peut appeler ça comme ça. C'est ce qu'on appelle la phase lytique, c'est-à-dire que la cellule va être lysée par la production de virus. On a également, dans le cycle viral, une phase latente, ou une phase lysogénique. C'est-à-dire que le virus va s'intégrer dans le génome de son hôte, mais au lieu d'être produit en masse, il va être inactivé. Il va rester dans le génome, être copié lors des cycles cellulaires tout à fait normaux, et se répandre comme ça de cellule en cellule. Il va rester dormant comme ça pendant jusqu'à ce qu'il soit réveillé. Certains virus restent dans ces cycles lysogéniques pendant des années. C'est le cas par exemple du virus de l'herpès, qui va rentrer dans son cycle lysogénique lors de la contamination, et qui de temps en temps va rentrer dans son cycle lytique, produisant l'effet qu'on connaît du virus de l'herpès. Il y a beaucoup de virus qui ont un cycle lysogénique, et certains fragments de notre génome sont issus directement de virus qui se sont intégrés à nos cellules, et qui sont restés dans ce cycle lysogénique, et qui ont été conservés sur des milliers et des milliers d'années. Alors les virus, ça peut aussi nous servir à nous, en pharmacologie ou en génie génétique. Il y a par exemple la transduction, qui est lorsqu'un virus contamine une cellule, il va injecter son génome, et avec un peu de chance, il va y laisser une empreinte, une trace de ce qu'il porte avec lui lorsqu'il va être produit, ou lorsqu'il va entrer dans son cycle lysogénique, ce qu'on appelle la transduction. C'est un mécanisme d'échange d'ADN que l'on verra un peu plus tard avec la conjugaison et la transformation bactérienne. Un autre exemple, qui lui est français, cocorico, c'est le cas de Félix Dérel, un microbiologiste français qui, aux alentours de la Première Guerre mondiale, a observé la lyse de bactéries par des virus. Cette lyse a été provoquée par des virus dits bactériophages, qui ne s'attaquent qu'aux bactéries, et Félix Dérel, ainsi que d'autres chercheurs après lui, ont travaillé sur ce phénomène pour mettre au point la bactériophagie, un moyen de traiter les infections bactériennes par l'inoculation de virus qui ne visent que ces bactéries. Ah, pas mal, non, c'est français. Il y a beaucoup de documentation sur la bactériophagie, certaines étant scientifiquement fiables et d'autres un peu plus fantaisistes. Les virus ont une plus grande importance encore que ça dans notre monde. En effet, il existe une hypothèse qui est l'hypothèse du monde ARN, c'est-à-dire un monde qui existait avant l'utilisation de l'ADN en tant que base pour les processus moléculaires. Cet ARN servait donc de base à la synthèse de matériel biologique. Cette théorie justifie l'apparition de nombreux phénomènes biologiques sur Terre. C'est Walter Gilbert en 1986 qui mit au point cette théorie, celle qui veut que l'ARN était la première molécule, bien avant l'ADN, à supporter l'existence du vivant. Alors cette hypothèse du monde ARN, elle a été également appuyée par de nombreuses recherches scientifiques, notamment par la faculté de l'ARN à servir de support génétique, mais également à servir de support pour la synthèse, tel que l'on peut trouver chez les ARN ribosomiques. Et justement, suite à cette théorie du monde ARN, certains scientifiques pensent que l'ADN proviendrait des virus, comme le pense le virologiste Patrick Forter, dont vous pouvez voir la photo ici, qui prouve qu'on peut être un scientifique, un chercheur, et avoir l'air heureux. L'ADN serait une réponse mise au point par les virus pour détourner les défenses de l'hôte dans un monde à ARN. On sait que certains virus ont la faculté de modifier la structure de leur ADN pour les rendre plus résistants aux nucléases de leur hôte. Les nucléases, ce sont des enzymes qui visent les acides nucléiques. Et ainsi, l'ADN aurait servi de camouflage, passant sous les lignes de détection des défenses de l'hôte, n'étant pas de l'ARN mais de l'ADN. On me voit, on me voit plus.
On aurait donc des virus qui seraient passés d'une transduction de ARN à ADN, puis d'une reverse transcription de ADN à ARN. Je l'ai évoqué un peu plus tôt, mais c'est vrai que les virus ont également un rôle de transfert de l'information génétique. En contaminant leur hôte, ils vont ramener un petit bout d'ADN, ça et là, et contribuer à la diversité génétique d'une population. Les virus sont connus comme étant l'un des plus grands réservoirs de matériel génétique sur Terre. Enfin, quelque chose d'un peu moins connu, mais qui a quand même son importance, c'est l'action des virus sur la pompe à carbone dans les milieux marins. Donc la pompe à carbone, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le fait que les métabolismes phototrophes vont fixer du dioxyde de carbone et vont procéder à la photosynthèse. Cette photosynthèse va contribuer à leur développement, à leur croissance. Ça va permettre également de fixer le carbone atmosphérique et de le fixer dans les océans. Ça va permettre également de fixer le carbone par les phénomènes de prédation et de broutage. On va avoir ce carbone qui va se transmettre d'organisme en organisme. Et à la fin, une partie de ce carbone va être fixée à l'état minéral dans le fond des océans et y rester pendant des milliers d'années. C'est ça la pompe à carbone. Or, les virus, ils s'attaquent à tous les organismes des milieux marins. Chaque virus a évidemment sa spécialité, mais il y en a tellement que tous les organismes peuvent être visés par des virus. Ils peuvent ainsi provoquer la lyse d'organismes, leur mort, et donc stopper la pompe à carbone à tel ou tel état. Imaginez par exemple une éruption massive de virus visant les organismes photosynthétiques, ce qui va stopper l'absorption du dioxyde de carbone de l'atmosphère aux océans, et on va donc se retrouver avec plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère que ce qu'il ne devrait être. Ça aussi, c'est quelque chose d'important dans l'environnement, l'action des virus sur notre écosystème. Et en parlant d'écosystème, les virus ont également un rôle dans les milieux marins en tant que régulateurs de la diversité. En effet, ils vont s'attaquer aux organismes qui y sont présents. Mais plus un organisme est présent, plus il a de chances d'être contaminé. Cette contamination va entraîner la production de virus qui vont viser ces organismes précis, et ainsi limiter leur prolifération. On peut par exemple penser à des organismes prédateurs, on peut parler par exemple de protistes prédateurs qui vont se développer encore et encore. Ces organismes devenant extrêmement nombreux, il va être extrêmement facile pour un virus de les trouver, et donc de les contaminer, infectant ainsi la population et la réduisant. Les proies de ces protistes vont alors se multiplier, étant privées de prédateurs, ce qui va augmenter l'abondance de proies. Et réciproquement, une fois que ces proies seront en abondance, il se pourrait qu'elles soient contaminées par un virus, et ainsi, que leur population soit réduite. On a tous ces systèmes de régulation qui peuvent entrer en jeu, et les virus sont un de ces principaux acteurs. Donc voilà, c'est ça les virus en gros. C'est une espèce de capsule de protéines contenant de l'acide nucléique qui peut être de l'ARN ou de l'ADN et dont la nature fait débat. Répondre à la question est-ce que les virus sont vivants n'est pas vraiment utile puisqu'il s'agit plus de notre définition du vivant. Or le vivant n'aime pas rentrer dans des cases. Notre définition actuelle s'appuyant massivement sur l'identité des ribosomes dans une cellule. Mais on ne peut pas vraiment définir l'identité de ribosome d'une cellule qui n'en a pas. Et c'est là où se trouve tout le débat de savoir si les virus sont vivants ou non. Techniquement, ils n'ont pas de ribosome, ils ne sont donc pas vivants. Néanmoins, ils agissent comme des parasites. Ils se reproduisent via l'intermédiaire de leur hôte et entraînent tout un tas de réactions physiologiques et biologiques. De nombreux scientifiques appuient le fait que les virus sont des organismes vivants, et cette idée reçoit de plus en plus de soutien par l'intermédiaire de preuves scientifiques et de publications. On peut même avoir des virus géants contaminés par des mini-virus, mais ça on le verra une autre fois. Les virus ont de nombreux impacts sur l'environnement et sur l'écosystème. On a vu qu'ils agissaient sur la pompe à carbone et la diversité, à la fois génétique et populationnelle, tout en étant utiles à l'être humain via différents procédés. Ce sont des organismes complexes et souvent un peu difficiles à comprendre. Donc voilà, je vous remercie pour avoir suivi cet épisode, c'était le dernier sur les présentations de base des acteurs de la microbiologie, ou plutôt des micro-organismes que l'on va étudier. Ce n'est pas pour autant la fin des vidéos, au contraire ce n'est que le début. Maintenant on va pouvoir aborder beaucoup plus de sujets tels que les extrémophiles, les micro-organismes parasites, les différents métabolismes présents ainsi que les différents modes de reproduction chez les micro-organismes. On va également voir l'histoire de la microbiologie et les différentes techniques utilisées, ainsi que les métabolismes les plus fous dont les micro-organismes peuvent disposer. Entre ceux qui se nourrissent d'électricité et ceux qui respirent du métal, on a le choix dans les présentations des métabolismes les plus insolites. Mais on peut également explorer toutes les interactions que les micro-organismes ont sur notre environnement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode sur les virus, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter et à vous abonner, et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.